Depuis que le monde a découvert la fission de l'atome, l'énergie nucléaire est devenue à la fois une source d'immense espoir et de craintes persistantes. L'énergie nucléaire offre un potentiel quasi illimité, permettant à quelques centaines de réacteurs modernes d'alimenter sans carbone un continent entier. Pourtant, la peur d'une catastrophe nucléaire, les inquiétudes persistantes concernant les déchets radioactifs et le lien indéniable entre l'énergie nucléaire qui peut changer le monde et les armes nucléaires qui peuvent le détruire ont longtemps empêché la Terre de connaître une véritable révolution nucléaire. Mais que se passerait-il si une nouvelle approche de l'énergie nucléaire venait bouleverser la donne ? Et si, non pas par magie ou par miracle, mais grâce à la physique nucléaire pure et simple, un scientifique atomique près de chez vous promettait qu'avec un simple geste de la main et quelques milliards de dollars pour la recherche, il pourrait offrir une alternative plus sûre, plus propre et plus pacifique à l'industrie nucléaire que nous connaissons depuis si longtemps. Ce n'est ni un nouvel isotope d'uranium, ni un nouvel élément du tableau périodique. Ce n'est pas la fusion nucléaire. Le thorium combustible alternatif est vu par de nombreux scientifiques du nucléaire comme une porte vers une industrie nucléaire améliorée et un lien entre l'énergie actuelle et la future fusion nucléaire encore lointaine. Contrairement à la fusion, le thorium est prêt dès maintenant. Et si le monde parvient à mettre la théorie en pratique, alors beaucoup de choses sont sur le point de changer. Alors, faites connaissance avec le thorium. C'est l'élément numéro 90 du tableau périodique coincé entre quelques éléments dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Pendant la plupart de l'histoire humaine, le thorium était une simple roche. Découvert pour la première fois en 1828, le thorium est relativement abondant. C'est une substance argentée qui peut être extraite en petite quantité de la plupart des roches et des sables. Il existe dans la nature sous une unique forme, et bien que techniquement instable, sa désintégration est si lente que sa demi-vie dépasse de loin l'âge de la Terre. Utilisé aussi dans les ampoules, objectifs photo à haut indice de réfraction et la céramique, il porte le nom du dieu nordique du tonnerre, Thor. Mais ce qui rend le thorium spécial, ce sont ses propriétés par rapport à un élément que le monde a appris à mieux connaître au cours du siècle dernier, l'uranium. Le thorium, situé 2 places après l'uranium dans le tableau périodique, ne peut pas servir de combustible nucléaire contrairement à l'uranium. Le thorium-232, son unique isotope naturel, est fissionnable mais non fissile. C'est un atome plus difficile à fissionner que l'uranium lors d'une réaction nucléaire. Pour le faire fissionner, on doit le bombarder de neutrons à haute énergie jusqu'à déclencher une réaction fissile. Le uranium-235, isotope fissile utilisé dans les centrales et bombes nucléaires, est beaucoup plus facile à déclencher en fission. Mais lorsque le thorium est irradié avec assez d'énergie pour provoquer une fission, il génère un isotope d'uranium différent de ceux utilisés par l'industrie nucléaire actuelle. Le thorium-232, dit isotope fertile, peut servir à produire l'uranium-233, un isotope artificiel. Bien que ce soit le cycle du combustible au thorium dont nous parlons aujourd'hui, c'est ce type particulier d'uranium, un sous-produit de la réaction de fission, que les scientifiques nucléaires recherchent réellement. Quant à savoir pourquoi il pourrait être préférable de privilégier l'énergie nucléaire via le cycle du combustible au thorium plutôt qu'à l'uranium, eh bien nous allons approfondir cela dans un instant. Avant cela, quelques points forts. Le thorium, plus abondant et facile à obtenir, génère des sous-produits plus sûrs. Et il est bien plus difficile d'utiliser ces derniers pour fabriquer une bombe nucléaire. Avec de tels avantages, il est facile de comprendre pourquoi le thorium intrigue partout dans le monde. Le fait que les réacteurs au thorium soient un sujet brûlant dans les années 2020 ne signifie pas que ce soit un concept nouveau. En fait, plusieurs nations, en particulier les États-Unis, connaissent à la valeur potentielle du thorium depuis des décennies, et la raison pour laquelle il n'a pas été adopté n'a rien à voir avec son efficacité. Les réacteurs au thorium ont été conçus pour la première fois durant l'âge d'or de la science nucléaire, 1 à 2 décennies après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les scientifiques américains travaillaient d'arrache-pied à la construction de réacteurs nucléaires à base d'uranium, avec un combustible et un potentiel allant bien au-delà de simplement allumer la lumière. Ils ont également créé l'isotope plutonium-239 qui est aujourd'hui utilisé comme principal matériau fissile dans les armes nucléaires modernes. Dans les années 1960, les États-Unis cherchaient encore des alternatives aux réacteurs à uranium. Un groupe de l'Oak Ridge National Laboratory au Tennessee a lancé un projet de réacteur à sel fondu.
À l'époque, les réacteurs à sel fondu étaient surtout associés, au sein du gouvernement américain, à une tentative embarrassante et prolongée de créer un bombardier à propulsion nucléaire. Oak Ridge devait construire le réacteur du bombardier, mais les difficultés avec un réacteur conventionnel ont poussé le laboratoire à explorer d'autres méthodes de production d'énergie nucléaire. À cette époque, l'expansion rapide de l'énergie nucléaire et le manque relatif d'uranium naturel dans le monde avaient amené de nombreux acteurs du secteur de l'énergie à craindre que l'uranium finisse par s'épuiser, alors même qu'à l'époque, beaucoup pensaient que l'énergie nucléaire serait si bon marché et abondante qu'elle en deviendrait pratiquement gratuite. Grâce à leur réacteur à sel fondu, Oak Ridge a pu utiliser le thorium, bien plus abondant, pour produire de l'uranium-233, qui retournait ensuite dans le réacteur pour l'alimenter. En 1969, le réacteur au thorium a fonctionné à pleine puissance pendant plus de 13 000 heures lors de l'expérience. Dans un documentaire produit des décennies plus tard sur le réacteur, le scientifique nucléaire Kirk Sorensen affirmait que si les États-Unis avaient poursuivi leurs travaux sur ce réacteur et exploité ses avancées, ils auraient pu devenir totalement indépendants énergétiquement d'ici 2000. Mais hélas, cela ne s'est pas produit. Le réacteur a rencontré de nombreux problèmes techniques, et ses opérateurs n'ont pas produit autant d'énergie qu'espéré. Les arrêts étaient fréquents car le système électrique ne gérait pas le réacteur, ce qui était décevant. Mais cela ne suffit pas à compenser les bénéfices potentiels de poursuivre l'expérience et d'apprendre à utiliser un réacteur au thorium. Ce n'est pas cela qui a condamné le projet. Au contraire, l'optimisme sur les réacteurs à uranium et les découvertes sur l'abondance de ce métal ont convaincu les principaux scientifiques que leur technologie plus avancée était l'avenir. Comme le cycle du combustible à uranium avait fait ses preuves, les réacteurs étaient déjà bien plus avancés que les réacteurs au thorium de l'époque, et les avantages évidents en matière de sécurité des réacteurs au thorium ont été jugés insuffisamment importants pour justifier la poursuite de leur développement. La disparition du réacteur au thorium fut finalement le reflet de son époque. À une époque où parler de non-prolifération prêtait à rire et où le plutonium issu du cycle du combustible à uranium était jugé indispensable pour produire plus de bombes nucléaires. Les réacteurs au thorium n'auraient pas seulement échoué à produire des explosifs, leur généralisation menaçait aussi l'approvisionnement en armes nucléaires. La France serait la seule autre nation à avoir sérieusement tenté un réacteur au thorium au XXe siècle. Malgré plus d'une décennie de fonctionnement, le Super Phénix a été freiné par de nombreux accidents et obstacles techniques. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, le thorium est de retour sur la table. Cela devient vite une course internationale vers la ligne d'arrivée. Dans un instant, nous allons plonger dans l'état de cette course et en apprendre davantage sur son déroulement. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi il y a cette course. Nous avons maintenant passé en revue la liste de base des avantages liés à la technologie des réacteurs au thorium, mais il est temps d'entrer dans les détails, où l'atout le plus évident du thorium par rapport à l'uranium est son abondance. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, près de 6,2 millions de tonnes métriques de cette substance se trouvent vraiment sous la croûte terrestre. C'est environ 3 fois les réserves mondiales d'uranium, ce qui le rend aussi abondant que le plomb. Il est également beaucoup plus facile à se procurer, car le minerai de thorium, aussi appelé monazite, contient généralement des quantités importantes de thorium, qui peuvent ensuite être purifiées. Il est bien plus sûr et facile à extraire que l'uranium, car le thorium s'extrait à ciel ouvert. Comme il a sauvé une mine, il a aussi sauvé l'utilisation des réacteurs. En fait, les réacteurs au thorium, du moins tels que le monde les comprend actuellement, ne peuvent pas subir de fusion du cœur comparable à ce que pourraient en connaître les centrales nucléaires conventionnelles. Aucun Tchernobyl, Fukushima ou 3 Mile Island. Les réacteurs sont conçus pour pouvoir être rapidement vidés de leur combustible en cas d'urgence et ne peuvent plus maintenir de réaction nucléaire si les mécanismes d'alimentation s'arrêtent. Les réacteurs au thorium n'ont pas non plus besoin de listes complexes de matériaux d'entrée. Une fois la réaction lancée, seul le thorium est nécessaire. Le thorium, isotope fertile, produit le combustible pour le réacteur et génère plus de matière fissile qu'il n'en consomme, rendant inutile l'ajout de matière fissile externe après le démarrage. Le thorium n'a pas besoin d'enrichissement. Son isotope naturel produit l'uranium-233. Et selon un lauréat du prix Nobel travaillant avec l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ou Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le thorium est tellement efficace qu'il fournit environ 200 fois plus d'énergie pour la même quantité de matière que l'uranium.
Si ce chiffre n'est pas assez impressionnant, alors rassurez-vous, car le rendement énergétique du thorium, kilo pour kilo, comparé au charbon, est de 1 à 3,5 millions. Le thorium pourrait aussi résoudre le problème des déchets nucléaires. On estime que les réacteurs au thorium produisent entre 1% et 1% des déchets nucléaires qu'un réacteur utilisant le cycle du combustible à l'uranium générerait, tout en fournissant environ 200 fois plus d'énergie au cours du processus. Les déchets qu'ils produisent sont plus stables dès leur génération, et ils sont également moins radioactifs. Quelques centaines d'années suffiront pour que la radioactivité de ces sources devienne assez faible pour permettre une approche humaine, contrairement aux dizaines de milliers d'années requises pour nos déchets nucléaires actuels. Certains partisans du thorium suggèrent que les sous-produits pourraient atteindre des niveaux de radioactivité sûrs après seulement quelques décennies, voire encore plus rapidement. Et enfin, les réacteurs au thorium ont peu, voire aucun potentiel de créer des sous-produits qui seraient utilisables de manière fonctionnelle dans une arme nucléaire. Le thorium lui-même est inutile dans une bombe, à moins qu'il ne soit littéralement largué sur la tête de quelqu'un. L'uranium-233 est fissile et peut servir à fabriquer une arme nucléaire, mais c'est une méthode peu pratique, même dans les meilleures conditions. Les réacteurs au thorium produisent un peu de plutonium comme sous-produit, mais seulement une petite fraction de ce que produisent les réacteurs à uranium classique, et même le plutonium qui en résulte est totalement inadapté à une utilisation dans une bombe. Le thorium pourrait aussi permettre d'éliminer une partie des déchets de plutonium déjà existants. Ce plutonium permet de lancer une réaction au thorium. Ainsi, même si les réacteurs thorium ne consomment pas tout l'excès mondial de plutonium, ils contribuent à en réduire le stock. Les autres sous-produits de l'uranium-233 pourraient être utilisés pour fabriquer une bombe, mais ils sont un mauvais choix car leurs rayons gamma les rendent facilement traçables et dangereux à manipuler. Ne vous y trompez pas, les réacteurs au thorium, comme toute technologie émergente, ont aussi leurs détracteurs. Cependant, les arguments contre le thorium portent surtout sur les coûts initiaux et quelques compromis mineurs, plutôt que sur de vrais obstacles à son adoption large. Ces détracteurs rappellent que le cycle du thorium exige d'importants investissements et recherches avant d'être exploité par la technologie moderne. Il n'y a aucune garantie de résultat à l'issue de toutes ces recherches, et les tentatives passées de construction de réacteurs au thorium ont été confrontées à une grande variété de problèmes. La préparation du thorium pour une utilisation dans les réacteurs coûte effectivement plus cher que la préparation conventionnelle de l'uranium, du moins pour l'instant, tant que les technologies sont encore émergentes et que les chaînes de production ne sont pas bien établies. Il est extrait du minerai de monazite, qui sert également de source d'éléments de terres rares, ce qui exige des modifications des pratiques minières actuelles pour donner la priorité à l'extraction et à la conservation du thorium. La chaleur nécessaire pour faire fondre l'oxyde de thorium et fabriquer un combustible au thorium représente un défi lors de la conception des équipements capables d'atteindre cette température. Et l'un des sous-produits des réacteurs au thorium, l'isotope instable uranium-232, émet effectivement des rayons gamma, ce qui nécessite un ensemble différent de mesures et de mécanismes pour protéger les opérateurs humains du réacteur. Mais chacun de ces obstacles est largement compensé par les avantages potentiels, et une grande partie du monde semble en être consciente. Le pays ayant le plus investi dans les réacteurs au thorium n'est ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, mais un pays pauvre en uranium avec la plus grande réserve mondiale de thorium sous ses pieds. L'Inde a continué à étudier les réacteurs au thorium alors que le reste du monde avait arrêté, et aujourd'hui elle en récolte les bénéfices. Le développement et les essais de technologies de réacteurs au thorium se poursuivent en depuis 10 ans, mais aucun projet de réacteur au thorium à grande échelle n'a encore abouti. L'Inde vise une production d'électricité à grande échelle avec le thorium d'ici 20 ans, espérant ainsi couvrir bientôt une grande partie de ses besoins énergétiques. Les dirigeants indiens, anciens et actuels, reconnaissant que leur pays peut devenir leader de l'énergie nucléaire au thorium, un objectif clé du programme nucléaire civil indien depuis que son fondateur, le physicien Homi Bhabha, en a fait une priorité il y a plus de 50 ans. Les efforts du pays pour le thorium n'ont pas toujours abouti. Les progrès ont été lents car l'Inde, n'ayant pas signé le traité de non-prolifération nucléaire, a été exclue des ressources mondiales pouvant résoudre ses problèmes avec le thorium. En 2024, son réacteur rapide à neutrons de démonstration a été achevé et devrait fonctionner d'ici la fin de l'année. Et juste de l'autre côté d'une frontière himalayenne glaciale, la nation de Chine essaie bien partie pour égaler, voire dépasser l'Inde d'ici quelques années seulement.
La Chine développe un réacteur au thorium depuis au moins 2011 et, comme l'Inde, mène ce projet presque seule. La Chine, cependant, a eu le luxe de le faire par choix. Le laboratoire Oak Ridge, qui a construit un réacteur à sel fondu dans les années 1960, est aujourd'hui l'une des rares entités scientifiques étrangères partenaires de la Chine dans cette mission. Au moment où j'écris ces lignes, la Chine construit plusieurs réacteurs utilisant le cycle du combustible au thorium dans le désert de Gobi. Et cette année même, en 2024, la Chine a confirmé que l'un de ces réacteurs commencera à fonctionner en 2025. Cette installation pilote produira environ 2 MW d'électricité à pleine capacité. La solidité de l'industrie nucléaire chinoise laisse penser que la construction d'un réacteur au thorium fonctionnel sera sans doute plus complexe que leur multiplication ultérieure. La Chine prévoit de construire de nombreuses centrales au thorium dans ces déserts et de les exporter dans des dizaines de pays via les nouvelles routes de la soie. Aux États-Unis, malgré des débuts de collaboration avec la Chine dans les années 2010, l'intérêt pour un réacteur au thorium demeure faible. L'idée avait attiré l'attention du Congrès américain avant 2010 et en 2020, le département de l'énergie a lancé une initiative pour tester 2 prototypes de réacteurs de nouvelle génération, envisageant aussi le thorium. En 2022, le Congrès a proposé la loi Thorium Energy Security Act, demandant aux États-Unis d'investir dans le uranium-233 pour créer une réserve nationale et éviter toute dépendance future à d'autres pays. Bien que ce projet de loi en particulier n'ait jamais été soumis au vote dans l'une ou l'autre des chambres du Congrès, un projet de loi ultérieur, signé en 2024, a réservé d'importantes sommes d'argent pour rassembler de l'uranium-233 et a appelé au développement de combustibles destinés, je cite, aux futurs réacteurs à sel fondu et aux conceptions de réacteurs à gaz à haute température. Dans le reste du monde, le Danemark se distingue comme un leader dans le domaine de l'énergie au thorium, avec l'entreprise Copenhagen Atomics annonçant en 2024 que son réacteur à sel fondu, le WAST Burner, est enfin prêt pour une tentative réelle d'atteindre la criticité. Le Waste Burner est un petit réacteur transportable en conteneur maritime. Il utilise du plutonium de combustible usé pour démarrer sa réaction avec des réserves de thorium. Le Waste Burner devrait être mis en service pour la première fois en Suisse en 2026. Ailleurs, le Canada a fait quelques progrès vers un réacteur au thorium. Israël et le Japon ont montré un certain intérêt et une entreprise sud-africaine travaille d'arrache-pied pour concevoir un réacteur au thorium qui pourrait atténuer les graves problèmes énergétiques du pays. L'Indonésie et la Norvège ont également montré une certaine volonté en matière de recherche et développement. Alors que la course vers un réacteur au thorium commercial va vraiment s'accélérer dans les prochaines années, les nations impliquées trouveront sûrement des raisons de s'engager dans une compétition amicale, ou parfois très peu amicale. Le cycle du combustible au thorium présente de nombreux avantages sur l'énergie nucléaire classique, mais la course à cette technologie sera sans doute moins intense que d'autres compétitions mondiales pour les ressources. Cela s'explique en grande partie par la disponibilité des ressources. Selon l'Association nucléaire mondiale, l'Inde possède le plus grand ensemble de réserves de thorium au monde, estimé à 850 000 tonnes métriques. Le Brésil suit avec 632 000 tonnes, puis l'Australie et les États-Unis avec 600 000 tonnes chacun. On estime que l'Égypte, la Turquie, le Venezuela, le Canada, la Russie, l'Afrique du Sud et la Chine détiennent chacun au moins 100 000 tonnes métriques de réserves. Contrairement par exemple au cobalt, une substance incroyablement importante dont le monde dépend en grande partie de la République démocratique du Congo pour l'extraction, le thorium est disponible en grande réserve dans de nombreux pays du monde. Mais plus important encore, il est disponible des 2 côtés de profonds fossés géopolitiques qui ne cessent de s'accentuer. La Russie, la Chine et les États-Unis ont chacun d'importantes réserves. L'Inde et le Brésil seront probablement très heureux de vendre une partie de leur thorium à la Russie et à la Chine pour compenser l'avance prise par l'Amérique. La Turquie et les pays scandinaves peuvent en fournir plus de 600 000 tonnes de cette matière aux pays européens de l'OTAN. Le Venezuela vendra volontiers à la Russie, l'Égypte aussi à la Chine. Quelle que soit la forme que prendra la course à l'énergie au thorium, elle ne ressemblera pas à l'actuelle lutte autour des terres rares. Par exemple, la Chine, grande puissance, contrôle une large part du marché. De plus, le thorium n'est pas un domaine où la rareté risque d'être un problème. Au niveau actuel de consommation d'énergie, les États-Unis, par exemple, devraient avoir suffisamment de thorium dans le sol pour s'alimenter pendant les 1000 prochaines années, après quoi, il est vrai, l'Amérique devra explorer d'autres options. Les autres nations du monde, en 3024, discuteraient-elles intensément des solutions face à la pénurie de thorium ? Eh bien, à ce moment-là, ils ne dépendront probablement plus du thorium. Il est peu probable que cela reste d'actualité à long terme, car le cycle du thorium est vu comme une technologie transitoire.
La fusion nucléaire, énergie durable de prochaine génération, ne devrait pas fournir d'énergie significative avant 2050, voire 2060 ou 2070, selon les estimations. Soyons pessimistes et supposons que la fusion ne sera développée à grande échelle qu'après un siècle, donc pas avant 2120. Même ainsi, les États-Unis, avec une consommation d'énergie similaire, n'utiliseront que 10% de leur thorium. Il en va de même pour les réserves mondiales de thorium, suffisantes pour fournir des siècles d'énergie nucléaire plus durables et pacifiques avant la prochaine révolution énergétique pour les générations futures. Ne vous y trompez pas, la route vers l'adoption du cycle du thorium sera semée d'embûches. Les technologies doivent encore mûrir, et les décideurs mondiaux devront opter pour le thorium afin de compléter ou remplacer des sources d'énergie renouvelables et conventionnelles plus établies. L'industrie du cycle du combustible au thorium, à mesure qu'elle émergera, devra résister à des attaques virulentes de la part des compagnies de combustibles fossiles, des partisans du nucléaire conventionnel et bien d'autres encore. Même si la course technologique multilatérale ne sera sans doute pas aussi intense que d'autres actuelles, elle restera difficile. Mais la récompense qui attend au bout du chemin est l'un de ces futurs potentiels qui semblent presque trop beaux pour être vrais, sauf qu'il y a une réelle possibilité que cela le soit. Selon l'humanité, le cycle du combustible au thorium fonctionne. Il offre des promesses concrètes et peut atteindre certains seuils techniques. Si le monde y parvient, la lutte difficile pour une énergie 100% renouvelable pourrait devenir beaucoup plus facile. Chez Megaprojet, nous accueillerions volontiers un tel avenir s'il se réalisait.